Alors, merci d'abord de cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir de revenir pour la énième fois à Saint-Brieuc. J'ai plein de bonnes raisons de venir à Saint-Brieuc, mais il y en a une, c'est le plaisir de partager avec vous des éléments de science. Notamment, je suis venu plusieurs fois ici, dans ce lycée, et de faire ce que j'ai fait un peu les fois d'avant, parce que c'est un peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire d'utiliser la fiction, et en particulièrement la science-fiction, et particulièrement les films de science-fiction, comme prétexte pour parler de science. Alors la fiction, c'est beaucoup plus large que la science-fiction, et j'utilise aussi la bande dessinée, par exemple des aventures de Tintin, ou de la bande dessinée d'auteurs un peu moins connus, comme Marc-Antoine Mathieu, ou comme Francis Mas, ou comme d'autres, des BD qui sont tout à fait intéressants du point de vue scientifique, pas très connus, enfin moins connus qu'Astérix, on va dire. Et les films de science-fiction, les films parce qu'ils proposent des images, la bande dessinée aussi, vous l'avez compris, ça donne des images qui permettent de discuter sur du concret, disons, sachant que les romans de science-fiction sont souvent beaucoup plus intéressants que les films au point de vue intellectuel, et très intéressants aussi du point de vue scientifique, simplement, bon, c'est du texte, et puis ils sont moins connus. Je pense, par exemple, si on prend un film de science-fiction au hasard, pas Star Wars, parce que c'est pas de la science-fiction, mais mettons Avatar, qui a vu Avatar? Bon. Qui a lu Waterknife de Paolo Bacigalupi. Pourtant, c'est un livre de science-fiction très très bien qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas une critique, simplement c'est vrai qu'on constate que les œuvres de science-fiction littéraire sont souvent beaucoup moins connues que les films. Et donc c'est pour ça que se servir des films, c'est intéressant, ça permet d'avoir une sorte de vécu commun entre vous et moi, de films sur lesquels on peut discuter. Alors là, je vais présenter des bouts de tout un volume qu'on pourrait présenter, un bout de Star Wars, un bout de Spider-Man 2 et un bout d'Avatar, sachant que je peux parler, je ne sais pas, 12 ou 13 heures rien que sur Star Wars. Sur Spider-Man 2, on peut y passer, je pense, 2-3 heures. Avatar, je ne sais même pas combien d'heures aussi, 7 ou 8 ou 10. Et il y a plein d'autres films. On a parlé de qui n'est pas de la science-fiction tout à fait quand même, mais un film où il y a beaucoup de science comme Gravity, dont on a parlé tout à l'heure avec une projection au Club 6, après une projection au Club 6, Interstellar, Ant-Man, enfin j'en sais rien, La Chose venue d'un autre monde, si on parle à des films anciens, Icarier XB1, un film de science-fiction tchécoslovaque de 1963, je vous recommande, pas facile à voir, hein, mais qui est très bien. Enfin voilà, il y a plein de films, plein de choses à dire, et donc c'est sans fin. Donc ce soir, j'ai choisi quelques éléments déjà un peu connus, quand je dis connus au sens des gens peut-être l'ont déjà entendu, d'autres un peu moins, qui sont pour partie dans faire de la physique avec Star Wars, quand on parlera de Star Wars, pour partie dans le livre La science et son cinéma, pour partie dans encore aucun livre, mais ça ne saurait tarder. Donc vous allez un peu avoir de tout ça. Donc on va commencer par Star Wars et par la Force, évidemment. Dans Star Wars, on ne peut pas parler de Star Wars sans parler de la Force des Jedi, et ce pouvoir dont dispose une certaine catégorie de personnages dans le monde de Star Wars et qui leur permet de faire des choses incroyables. Et il y a les gentils et les méchants Jedi. Si on n'a pas vu Star Wars, c'est pas grave. À la fin, c'est les gentils qui gagnent. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en dit. Alors Obi-Wan Kenobi, c'est un gentil Jedi qui est donc cette catégorie de personnages capable de maîtriser la Force avec un grand F. Et voilà ce qu'il nous dit de la Force. Voilà la définition qu'il nous donne de la Force. C'est un champ d'énergie créé par tout être vivant. Il nous entoure, nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. Alors sans élaborer longuement, parce que rien que sur cette phrase, on peut dire des tas de choses qui ne relèvent pas que de la science, mais aussi de la façon dont elle se présente à nos yeux dans les films et à nos yeux aussi dans le monde réel. Est-ce que ces phrases sont scientifiques? Alors on a tendance à dire non, parce que c'est un film de SF, c'est un vieux type chauve barbu avec une capuche qui dit la force. Donc on a l'impression que ça ne relève pas de la science. En même temps, il y a des mots dans ces phrases qui relèvent explicitement du champ lexical de la science, qu'on prenne le mot champ. Alors on peut penser à un champ de blé, bon c'est plutôt l'agriculture, mais un champ électrique ou un champ magnétique ou un champ de pesanteur. Je n'élabore pas tellement sur la notion de champ physique, qui est extrêmement importante, mais ça relève aussi du champ de la science. Énergie, ça c'est vraiment de la science ou de la physique. Être vivant, ça relève de la biologie. Galaxie, c'est de l'astrophysique. Et donc, il y a des mots de science, il y a des phrases avec des mots de science dedans. Autre question, dernier bac officiel de philosophie 2020, est-ce que, parce qu'il y a des mots de science dans des phrases, ça fait des phrases scientifiques? Bon, je vous laisse réfléchir à ça. La réponse est non, évidemment, il n'y a qu'à voir le bullshit généralisé dont on est entouré. Donc il y a tout un discours, une discussion qu'on peut avoir sur le fait que la science-fiction, c'est explicitement une fiction. Donc c'est faux, il ne se présente pas comme voulant être vrai. Mais il faut qu'il y ait une adhésion, le public qui regarde ces films ou qui lit ces œuvres, il faut qu'il adhère, qu'il rentre dans le monde, et il faut que ça fasse vrai, même si ça c'est explicitement une fiction, ça se présente, c'est du faux.
à la différence du bullshit, qui veut faire vrai, mais qui veut faire croire que c'est vrai. Alors que la Star Wars ne disait pas de faire croire que ces mondes existent, mais ils veulent qu'on puisse adhérer, qu'on puisse en gros débrancher son module d'incrédulité pendant la durée du film, donc il faut que ça fasse vrai. Donc il y a des mots de science, il y a des phrases qui veulent faire vrai. Alors parfois elles ne tombent pas très justes, c'est des phrases qui sont pas correctes, elles n'ont pas de sens scientifique. Celles-ci, on pourrait leur donner un sens, essayer de leur attribuer un sens. Est-ce qu'il y a une entité physique qui répondrait à peu près au cahier des charges de cette phrase? Alors si on se demande qu'est-ce qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie, ben, c'est la force de gravité. Est-ce que la force de gravité c'est un champ? Oui, on dit un champ de pesanteur ou un champ de gravité. Est-ce que c'est un champ d'énergie? Est-ce qu'il y a de l'énergie dans la pesanteur? Dans la pesanteur. Comment on pourrait se rendre compte de ça? On pourrait faire un cours de physique compliqué et dire énergie potentielle de pesanteur, puis on ne comprend rien. Mais si on veut dire est-ce qu'il y a de l'énergie dans la gravité, comment on s'en rend compte? Ben, il suffit de se casser la figure et de se faire mal. Si on ne fait rien, on ne se fait pas mal. Si on se fait mal, c'est qu'il y a une action sur mon corps. Et cette action, l'énergie, ça quantifie la capacité de faire des transformations. Et donc si votre corps est transformé, il est brisé en deux, par exemple, sous l'effet de votre chute, ben voilà, il y a de l'énergie qui a été mise en jeu. Ça, c'est une option cruelle. Vous pouvez faire une option moins cruelle en constatant qu'il y a de l'eau qui coule spontanément du sommet des montagnes et qu'il suffit de mettre un truc qui tourne là où l'eau passe. Ce truc qui tourne s'appelle une turbine qui entraîne un alternateur et ça produit, comme on dit, de l'électricité. Autrement dit, ça ne produit pas, ça transforme le mouvement de l'eau, qui est spontané sous l'effet de la gravité, du haut vers le bas, en autre chose qu'on appelle électricité. Et donc, il y a de l'énergie, si je veux dire, dans la gravité. Donc c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, évidemment. Vous ici, vous êtes des êtres vivants. Vous créez un champ de gravité, pas très gros en général, hein, parce que vous n'êtes pas très gros. En tout cas, beaucoup moins que la Terre. Mais vous créez un champ de gravité. Il nous entoure, il nous pénètre. Alors comment est-ce que je sais que... Bon, il m'entoure, évidemment. Hein, je prends un truc. Ok, il y a de la gravité ici. On pourrait tester en tout point. Est-ce qu'il y a de la gravité dans mon corps? Comment je fais? Voilà une question qui a l'air toute bête. Je la pose à des élèves en CM2. Hein. C'est pour voir, ça n'a pas besoin d'avoir des connaissances en gravité. Il faut se dire, quelle expérience peut me convaincre qu'il y a de la gravité à l'intérieur de mon corps? Un truc quotidien, évidemment. Je ne parle pas un truc compliqué. Ben, on peut simplement constater, il y a de la gravité aussi dans cette pièce. Là, il y a aussi de la gravité dans cette pièce. Non, on va ramasser le crayon, sinon on peut prendre des notes. C'est plus du travail. On venait prendre des notes et ça ne marche pas. Et donc, la bouche, elle est au-dessus de l'estomac. Voilà. On met de la nourriture dans un trou, ça ressort dans un autre qui est plus bas que le précédent, et ça passe dans un truc intermédiaire qui est l'estomac. Et en général, on mange avec la bouche plutôt au-dessus de l'estomac. On est construit comme ça. On pourrait essayer de manger, on peut manger ou avaler quand on est vaguement horizontal, parce que l'œsophage est un muscle qui aide un peu comme à faire couler les trucs vers l'endroit où ça doit aller, mais on ne mange jamais, ou vous pouvez essayer, ça ne marche pas, avec la tête en dessous de l'estomac. Ça ne marche jamais. Vous pouvez essayer, vous verrez, ça ne marche pas. Voilà. Bon. Et donc, il y a une vraie raison quand même, c'est que du coup, quand on met un truc là, on mâchouille, et puis assez spontanément, ça va tout seul vers le bas. Bien sûr, l'œsophage fait des boulots, il y a la salivation, il y a la salive pour lubrifier tout ça, mais enfin, essentiellement, la bouche, elle est au-dessus de l'estomac. Voilà une preuve, si j'ose dire, que notre façon d'ingérer les aliments est dominée et dirigée aussi par la gravité. Bon, bref, quand on voit ces phrases-là et qu'on se fait cette petite idée, on arrive à se dire que la force avec un grand F, ce serait la force de gravité. Et que les Jedi, ils arrivent à manipuler la gravité. Ce qui se constate d'ailleurs dans un certain nombre de scènes du film, où on voit par exemple un Jedi qui s'entraîne, on va le revoir tout à l'heure, qui soulève R2-D2 par exemple, sans le toucher, c'est ça où c'est très fort, il le soulève sans le toucher, comme s'il était capable, sous R2-D2, d'annuler le champ de pesanteur, même mieux, de l'inverser, pour que le bas, pour R2-D2, soit là-bas, vers le plafond pour nous. Et puis, on le voit aussi quand, par exemple, il y a le sabre laser qui est là-bas et il veut l'attraper, et il se concentre, le sabre laser est, on pourrait dire, attiré vers lui. Alors, il y a une phrase qui donnerait un plus clair sentiment de compréhension, le sabre laser tombe vers lui. Il a décidé que la gravité maintenant était par là, et le sabre laser tombe spontanément dans le champ de pesanteur qu'on lui impose, c'est par là, donc il tombe vers moi. Et du coup, je l'attrape. Donc, s'ils sont capables de manipuler la gravité, ces Jedi, si la force, c'est la gravité, ce qui semble être vaguement corrélé avec ces phrases, à peu près correctement. Évidemment, si un enseignant pose à ses étudiants « définissez-moi la gravité » et que la réponse est ça, alors, il n'est pas 0 parce que c'est l'école de la bienveillance, hein, vous savez. Il n'est pas 20 parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus quand même, hein, on est d'accord. Donc il met, je sais pas, ça dépend de son état d'humeur, mais il met quelques points pour dire « bon, c'est bien, il y a un effort, mais il peut mieux faire ». Et donc du coup, cette phrase-là ne colle pas vraiment à ce que serait une belle définition de la gravité, mais ça colle pas mal, et les effets du film semble confirmer cette idée-là.
certains effets du film. Alors quand on voit cet effet-là, par contre, là c'est un méchant Jedi, enfin qui n'est pas un Jedi d'ailleurs, c'est un Sith, enfin bon, un méchant qu'on reconnaît à ses petits yeux méchants, qui est en train d'électrocuter un gentil Jedi qu'on ne voit pas, qui est ici, d'électriser, eh bien il utilise la force, pas du tout de façon gravitationnelle pour le coup, mais plutôt de façon électrostatique. Donc la force, pour lui, ce n'est pas un champ de pesanteur qu'il maîtrise, c'est quelque chose qui se comporte là comme un générateur de tension. Question, quelle différence de potentiel entre l'empereur et le sol? Vous avez 1 heure. Combien de volts entre l'empereur et le sol? Évidemment, c'est tout à fait possible de faire ça si entre 2 électrodes, on met un champ électrique, on impose une différence de potentiel, si on impose un champ électrique assez fort entre les 2 électrodes. Vous allez au Palais des Découvertes à Paris, dépêchez-vous, il ferme au mois de septembre, il rouvrira, bon, j'en sais rien, dans 4 ans, on espère. Pas tout à fait pareil, il y aura peut-être plus cette salle, enfin c'est compliqué. Cette salle d'électrostatique est encore là, et on voit alors une personne que l'on met sur ce support qui est conducteur et qui est relié par ce câble-là, je crois, à un générateur de tension qui a une différence de potentiel de 300 000 volts. On met souvent des gens qui ont des cheveux parce que c'est assez spectaculaire, donc moi je n'ai jamais réussi à monter sur ce truc. Enfin, quand il est branché, après ça va, mais jamais on veut. Le gars là que je connais, tous ces gens, je les connais, jamais ils veulent me faire monter dans les démonstrations. Pourtant, ça serait cool. Et on lui donne, donc elle est chargée électriquement, donc ses cheveux qui ont toute la même charge électrique, d'un certain signe, positif ou négatif, c'est pas très important. Ça se repousse, les charges de même signe se repoussent, ça fait cet effet spectaculaire. Et puis elle tient dans sa main ce bâton métallique pointu, en face duquel il y en a un autre que tient le médiateur. Là, on ne voit pas bien, il y a un autre câble qui est relié au barreau, qui est relié à la Terre. Et puis elle, là, le bâton, il est relié, pas à la Terre, il est relié au conducteur qui est ici. Et donc, l'électricité va passer à travers le meilleur conducteur, qui se trouve être le barreau électrique, le barreau métallique, et puis le champ électrique étant assez intense entre les 2 barreaux pointus, eh bien, ça va ioniser l'air, arracher les électrons des atomes et des molécules qui constituent l'air, et ça va rendre l'air conducteur, qui d'habituellement, l'air est un isolant. Et on voit un éclair. Alors, sur l'image qui est là, en fait, on voit plein d'éclairs superposés, parce que le temps de pause de quelques centièmes de seconde a été un peu trop long, et on voit un faisceau d'éclairs qui se superpose. Donc, ce que nous fait l'empereur là, c'est parfaitement possible, enfin, il n'y a pas d'impossibilité. S'il sait se brancher à un générateur de tension suffisamment bon, ben, il le fait, quoi. Alors, il peut chiader un peu, on peut décider que, par exemple, vous voyez, comme il a mis ses mains, c'est pas idiot du tout, il a mis ses mains comme ça, il n'a pas mis comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Alors pourquoi il a mis comme ça? Enfin pourquoi? Non, parce qu'ils s'en foutent, c'est pour faire impressionnant, mais pourquoi c'est une bonne idée? Et bien de la même façon qu'au palais c'est un bâton métallique pointu, et bien pourquoi pointu? Si on ne prépare cela encore, non, pas encore, oui? Pas encore vu l'électrostatique, le pouvoir des pointes. Ah, vous avez vu? Voilà. Pouvoir des pointes, ça veut dire les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure. C'est-à-dire près des pointes. Quand c'est pointu, c'est plus fort le champ électrique. C'est pour ça que les paratonnerres sont pointus, par exemple. Donc là, pointu, c'est mieux, et c'est pour ça que ça marche bien au palais, c'est pour faciliter la fabrication, si j'ose dire, de l'éclair. Là, il met ses doigts comme ça, c'est plus pointu les doigts comme ça, que la main comme ça, que le poing comme ça, ou que la main toute plate comme ça. C'est plus pointu comme ça. Et on pourrait même imaginer, d'ailleurs, hein, si l'empereur était vraiment poussé la physique jusqu'au bout, qu'il a une manucure particulière, qui lui met des ongles pointus, qui lui taille ou qui lui pose ongles pointus, éventuellement conducteurs, c'est mieux que des isolants, donc des ongles métallisés pointus. Et il est branché à un générateur de tension. Quelle différence de potentiel? Eh bien, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut pour rendre l'air conducteur, un champ électrique assez fort dans l'air, si c'est de l'air qui est là, c'est une hypothèse évidemment, parce qu'on ne sait pas si c'est de l'air, bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas de l'air? Est-ce que c'est un humain qui est là? Non, c'est un Sith. Il ressemble à un humain, mais il n'est pas humain, c'était il y a très longtemps dans une lointaine galaxie. Il n'y a aucune chance que ça soit un humain, lui c'est un type qui ressemble à un humain, mais c'est pas du tout, ça trouve, il ressemble à un humain, mais il respire un autre truc. Donc je dis que c'est de l'air, bon, je dis que c'est un humain parce que ça ressemble à un humain. Non, c'est pas un acteur, on est d'accord, c'est un documentaire qu'on est en train de regarder. Donc c'est la vérité, c'est un vrai monde qui se joue devant moi. C'est ça l'hypothèse de travail. Et donc, quand on voit ça, on se dit quelle différence de potentiel il faut pour rendre l'air conducteur. Alors on le mesure, on regarde sur Google, on demande à ses enseignants, on regarde dans les livres, enfin, on se démerde, on regarde sur la fiche de son copain, hop, 3,6 millions de volts par mètre. L'ordre de 3 millions, l'ordre de grandeur 3 millions de volts par mètre. Donc si on a quelle longueur d'éclair là? On ne sait pas, mais on compare avec la taille du Gus, qui n'est pas humain, mais bon, il ressemble à un humain, donc il doit faire, je ne sais pas, 1m75.
moins 80, eh ben, il y a 2 fois ou 3 fois sa longueur, des éclairs de 4 à 5 mètres peut-être, 4 à 5 mètres, 3 millions de volts par mètre, allez, je vous le fais à 15 millions de volts, et peut-être c'est 12, peut-être c'est 20. L'ordre de grandeur, c'est la dizaine de millions de volts, d'accord? Je ne change pas au volt près, évidemment, on est d'accord. On aimerait bien avoir un machin qui mesure la différence de potentiel pour vérifier qu'on a raison, mais on ne peut pas. Donc là, une dizaine de millions de volts, c'est pas mal. Il a intérêt à mettre des ongles pointus, c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est pas mal, ça va l'aider, ça va faciliter la création d'éclairs. Il y a une condition supplémentaire qui doit satisfaire pour survivre à l'expérience, qui fait que cette jeune fille survit à l'expérience aussi, c'est qu'elle est isolée du sol. Elle est sur un support qui la surélève, et ça a le mérite que tout le monde voit bien, mais en même temps, elle est comme ça, isolée du sol, et entre guillemets, l'électricité, le courant électrique préfère passer par l'air, même si c'est un isolant, plutôt que par la grosse épaisseur d'isolant qu'elle a sous les pieds, enfin qu'elle a sous le conducteur sur lequel elle repose. Donc là, il faut que l'empereur soit isolé du sol, et comme il se déplace, lui, il faut qu'il ait des chaussures isolantes. Et il faut qu'il y ait des chaussures isolantes qui résistent à une différence de potentiel, qui résistent, qui ne laissent pas passer du courant électrique alors qu'il y a 10 millions de volts. Parce que l'air, c'est aussi un isolant, et quand on le titille un peu, ça passe quand même. Donc quelle épaisseur de chaussure il faut pour que ça ne passe pas à 10 millions de volts? Ça dépend de la chaussure. Alors c'est des chaussures en bois, des chaussures en porcelaine, en verre, en ce que vous voulez. Si c'est du caoutchouc ordinaire, il faut 45 cm à peu près. Donc il faut des chaussures de drag queen, c'est ça qu'il faut réaliser. L'empereur a des chaussures de drag queen, si c'est du caoutchouc, un peu différent, si c'est du verre, de ce qu'on veut. En tout cas, il n'a pas des chaussures conductrices, hein, surtout pas. Et là, ça serait l'horreur, il s'auto-électrocute, il peut faire et il se tue. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc là, on ne le voit pas, mais il a des chaussures très grandes, ce qui explique pourquoi il a un grand manteau. Comme ça, on ne voit pas ses chaussures de drag queen. Parce que sinon, vous ricaneriez, ça l'énerverait, il vous buterait, et c'est fatigant, il a autre chose à foutre qu'à buter la galaxie entière parce qu'on ricane, donc il les planque. Alors quand on vient de faire ça, on a fait très exactement ce que font les scientifiques, à peu de choses près, les scientifiques dans leur laboratoire. Il y a un monde qui est devant eux, qui se joue devant eux, soit un monde d'observation, pour l'astrophysique par exemple, on ne peut pas agir sur les objets, soit un monde d'expérience, parce qu'on sollicite le réel, disons, devant nous dans un laboratoire. Et on a déjà des idées sur la façon dont fonctionne le monde, qui peuvent être des idées baroques, préconçues, qui viennent de la tradition. Donc là, c'est plutôt la physique qu'on utilise jusqu'à maintenant. Et on essaie, avec ce qu'on sait déjà, de comprendre ce qu'on voit. Est-ce qu'on comprend ce phénomène? Oui, je comprends. C'est pas facile à faire, il faut prendre quelques précautions. Mais on pourrait faire ça en vrai. Ça veut dire se brancher à un chargeur de tension de beaucoup de millions de volts, et puis tendre les doigts, et ça fait des éclairs qui électrisent le type en face. On pourrait le faire en vrai. Donc on est déjà capable de rendre compte des apparences du monde. Ça, c'est une des premières ambitions des sciences, quand même, c'est d'expliquer les phénomènes, de rendre compte des phénomènes. Mais ce n'est pas suffisant. Si c'était juste ça, il y a plein de choses qui pourraient rendre compte des phénomènes et qui ne seraient pas de la science. Et pour que ça en soit, il faut que ça fasse des prédictions sur le monde, que ça suscite des choses qui n'ont pas été observées. Par exemple, là, je fais une prédiction sur ce monde de Star Wars, et que personne ne sait a priori, c'est l'empereur, il a des chaussures très épaisses, de sorte qu'il soit isolé du sol par ses semelles. Ça, c'est pas dit dans le film, on ne le voit jamais. Je fais une prédiction sur ce monde. Il suffirait de rentrer dans ce monde, malheureusement c'est la dernière étape qu'on ne peut pas faire, mais il suffirait de rentrer dans ce monde, de soulever la jupe de l'empereur et de soulever et de survivre à l'expérience, évidemment ça va l'énerver, et de regarder, de constater que j'ai raison pour dire « ah, il a raison ». Ça ne veut pas dire que ma théorie est juste, ça veut dire qu'elle n'est pas fausse. J'ai dit des choses, j'ai prédit un phénomène et je le trouve pas mal. Bien joué. En revanche, et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand je prédis un phénomène, je regarde, c'est pas là, alors il y a une faute quelque part. Et donc alors je refais les calculs, je refais l'expérience, il faut tout bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les deux affaires, mais une fois qu'il y a une incohérence entre l'observation, la prédiction sur le monde et l'observation du monde, l'expérience sur le monde, eh bien on doit rejeter ce qui a permis de faire la prédiction, on doit le transformer. Le rejeter, il est peut-être complètement faux, partiellement faux, peut-être qu'il faut l'améliorer, qu'il n'est pas assez précis, qu'il faut tenir compte d'un autre phénomène, blabla, mais il faut le modifier d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que fonctionnent les sciences, par réjection des choses non pertinentes avec le réel. Et finalement, ce que disent les sciences avec certitude, les seules choses qui sont certaines en science, ce sont les choses fausses, en ce sens qu'elles sont non pertinentes avec l'observation, non cohérentes avec l'observation ou les expériences. Pour le reste, c'est des trucs pas faux. Peut-être qu'ils vont rester pas faux pendant hyper longtemps, peut-être qu'ils vont être faux dans 10 ans, ou transformés, peut-être pas faux. La théorie Newton de la gravitation, elle n'est pas fausse, elle est
intégré dans un champ plus large qui s'appelle la relativité générale d'Einstein. Donc c'est un sous-ensemble d'une théorie plus large maintenant, alors qu'on pensait qu'elle était universelle à un temps. Et l'ensemble des choses pas fausses, ça veut dire quoi? On a tapé dessus tellement souvent, ça n'a jamais été pris en défaut. C'est ça que ça veut dire. On tape dessus, il y a des manips, et les gens veulent vérifier que ça marche ou que ça ne marche pas. Le plus intéressant, c'est quand ça ne marche pas, c'est là où il y a du nouveau. Et tous les trucs qui ont résisté au choc du réel, pendant assez longtemps, ça s'appelle le programme de physique en prépa, à l'université, les outils qu'utilisent les physiciens. C'est des trucs pas faux. Peut-être ils ne seront pas faux pendant encore 10 ans, 100 ans, 1000 ans, peut-être qu'ils seront faux dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, mais pour l'instant, ils ne sont pas faux et on les utilise. Et on ne les change que s'il y a une raison. On ne les change pas parce que, ah oui, je le vaux bien. Je le change parce qu'il y a une incohérence entre ce monde théorique, si j'ose dire, ces hypothèses et ces modèles qu'on a bâtis du monde, une incohérence entre ce qu'ils prédisent du monde et ce que l'on constate sur le monde. S'il n'y a pas d'incohérence, on les garde. Et puis des fois, il y a des situations un peu merdiques où il y a deux modèles qui marchent bien, donc il faut essayer de discriminer entre deux façons de voir le même monde. Bon, fin de la partie épistémologique, revenons sur le sérieux. Quelle est la puissance des sabres laser? Il suffit de regarder la bonne scène et de calculer. La scène, la voilà. On voit les deux Jedi qui veulent rentrer dans la porte derrière laquelle il y a des deux méchants. Lui, il met son sabre laser dans la porte. Eux, ils ont l'air un peu inquiets, à juste titre, parce que, alors ils sont clairement non humains, ceux-là, et parce que ça fond. D'ailleurs, de leur côté, la porte, elle fond. Ça coule. Littéralement, le métal coule. Du coup, quelle est la puissance sabre laser? Ça devient plus simple maintenant qu'on a la scène, parce que sinon, l'exercice, c'est voici les DVD, démerdez-vous, vous avez 10 heures pour les regarder et 1 heure pour trouver la réponse. Il faut trouver la scène où on peut essayer de faire un raisonnement. Sur cette scène, on peut faire le raisonnement parce qu'il fait fondre un morceau de métal avec une durée, on a la durée à peu près 4 ou 5 secondes, hein, quand on regarde la scène, quelques secondes, et on peut calculer l'énergie qu'il faut pour faire fondre un gros bloc de métal. Alors ça dépend de combien de métal et du métal. Alors le métal, on ne sait pas évidemment. Alors évidemment, ce n'est pas un métal à la con, genre l'obténium comme dans Avatar, ou un métal qui n'existe pas, ou l'adamantium, tout ça, c'est des trucs de pipeau, ça. Ça, c'est un monde réel. Donc ce métal, c'est un mélange des 92 éléments de la classification périodique. Je ne sais pas lequel mélange, mais c'en est un. Et peut-être c'est de l'acier, disons, parce que c'est quand même pratique l'acier. D'abord, on trouve facilement les valeurs dont on aura besoin, et puis ensuite, bon, pourquoi pas, les portes métalliques, on ne les fait pas dans des métaux à la con, genre l'étain. On ne fait pas des portes de sûreté en étain, quoi. Ça fond à 200 degrés, donc c'est juste débile. Ou en plomb, ça pèse une blinde et c'est mou, donc on ne le fait pas, quoi. Bon, voilà. Donc on essaie de trouver un métal, bon, pas idiot, quoi, ou un alliage, pas un métal pur, éventuellement un alliage. L'acier, c'est un alliage. Donc du coup, maintenant qu'on se dit que c'est de l'acier, mais si c'est autre chose, ça changera les valeurs numériques, ça ne changera pas le raisonnement. Maintenant qu'on se dit que c'est de l'acier, il faut essayer d'estimer, on va revenir, il faut essayer d'estimer quelle quantité d'acier. Alors sur une image comme celle-ci, on voit bien qu'il y a le rayon de courbure, là, il a commencé à tracer là où il va faire fondre le bout, il a tracé ça, on a une idée du rayon de courbure, ce grand cercle-là, ça doit faire peut-être 1 mètre de rayon, ou 80 cm de rayon, et puis il plonge son sabre laser là-dedans, et il y a de l'énergie, plein d'énergie qui va dans la porte, ça la chauffe et ça la fait fondre. C'était une grosse porte, j'ai pas la séquence juste avant, mais la porte quand elle se ferme, c'est une porte genre porte de coffre-fort, qui doit faire, je sais pas, on se renseigne si on sait pas la valeur. Par exemple, Fort Knox, c'est quoi l'épaisseur des portes? Alors quand j'étais petit, on galérait. Maintenant on dit bonjour Google, Fort Knox, on trouve la doc, Fort Knox, c'est écrit, c'est l'épaisseur des portes de Fort Knox, c'est 26 pouces. Bon, alors on est dans la merde, 26 pouces, c'est combien un pouce? De l'importance de gérer les unités en physique. Bon, en gros, à la fin, ça fait un truc qui fait genre 70 cm, puis c'est marre, quoi. 80 cm, c'est des grosses portes de coffre. Comme on ouvre une porte, même on peut l'estimer à l'œil, en se disant dans des films, j'ai vu des grosses portes où chaque fois que je vais récupérer mes lingots d'or pour ma retraite, je constate que les portes sont bien épaisses, ça me rassure, quoi. Donc ça fait 80 cm, quoi. Donc là, on a une idée du volume, du coup, parce que là, c'est le volume d'un cylindre, dont on se rappelle l'expression, qui fait 80 cm de rayon, 80 cm d'épaisseur, blablabla, on calcule, ça fait tant de mètres cubes d'acier, et l'acier, c'est combien par mètre cube? Ça pèse combien? C'est quoi la masse d'acier par mètre cube? La masse volumique. C'est 8 tonnes par mètre cube, paf, on a la masse d'acier. On fait ce petit calcul-là, on trouve à peu près 6 tonnes d'acier. Donc Gugus, il fait fondre 6 tonnes d'acier en 5 secondes. Alors faire 6 tonnes d'acier, qu'est-ce que ça veut dire faire fondre 6 tonnes d'acier? Vous prenez vos 6 tonnes, vous mettez de l'énergie dedans assez vite. Si vous la mettez lentement avec un briquet, ça ne marche pas, quoi. Lentement, ça veut dire une petite puissance, ça va chauffer un peu, mais ça ne va pas fondre. Donc il faut la mettre assez vite, c'est pour ça que le sabre laser, ça envoie, on va le voir. Vous mettez assez vite de l'énergie dedans,
et pour élever la température de l'acier, de la température ambiante, à la température de fusion de l'acier. Alors vous voyez, si ce n'est pas de l'acier, c'est une autre température de fusion. Donc là, en gros, il faut faire gagner 1500 degrés à 6 tonnes de matière, qui est de l'acier, dont on connaît une quantité qui s'appelle la capacité calorifique. On la regarde dans les livres, on la pompe, on demande à Google, on la mesure, on se débrouille, on trouve la valeur. Et puis il y a un bac chiche qui s'appelle la chaleur latente, on passe les détails, on paye, voilà. Ça se calcule, c'est trivial quand on le sait, c'est incompréhensible quand on ne sait pas, comme d'habitude, et on sait le faire niveau prépa. Et même niveau terminal peut-être, je ne sais pas si en terminal il faut encore un peu de thermodynamique simple. Donc ça se calcule, ça fait un nombre avec un gros tas d'énergie, et quand on divise cette énergie par la durée qu'il a fallu pour la mettre dedans, ça s'appelle le débit d'énergie, on appelle ça la puissance en physique, et ça s'exprime en watts. Donc un sabre laser, quand on fait ça, la réponse, alors j'ai mis les valeurs numériques pour vous exalter, 1 milliard de watts, 1 gigawatt. Un sabre laser, c'est 1 milliard de watts. Alors si on ne sait pas ce que c'est un watt, est-ce que c'est beaucoup 1 milliard de watts? On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas, si on ne sait pas ce que c'est un watt. Par exemple, moi je vous dis, le milliard n'y change rien. Donc moi, ma taille, c'est 1 milliard 750 millions de nanomètres. Est-ce que je suis grand? Pourtant, il y a 1 milliard 750 millions dans ma taille. Mais j'ai pris une unité débile qui est le milliardième de mètre, qui est une toute petite unité grotesque qu'on n'utilise pas. D'habitude, on dit je fais 1m75, c'est beaucoup plus clair. Mais donc le nombre et l'unité. En physique, je dis ça pour aller dans le sens des enseignants, c'est l'unité, quoi. On ne déconne pas avec les unités, quoi. Et donc là, 1 milliard de watts, si on ne sait pas ce que c'est un watt, on ne sait pas ce que c'est 1 milliard de watts, et on peut comparer. Alors on peut comparer, si on met un étudiant topin de bas sur un vélo, il va sortir 100 watts. Probablement quelques heures 100 watts, quoi. Vous êtes jeune, vous avez la patate, vos enseignants, à mon avis, c'est 100 watts pendant pas longtemps. Vous pouvez les griller, à mon avis, vous pouvez les griller à ce coup-là, vous les grillez fastoche, quoi. Donc 100 watts, ça c'est un humain sur un vélo, un humain normal, jeune, qui pédale tranquille, 100 watts. 80, 100 watts. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à 1 milliard de watts. Après, si on prend... on peut calculer pour l'empereur la puissance qu'il envoie, parce qu'il essaie d'électriser Skywalker, donc le tuer avec un courant électrique, donc il envoie peut-être de l'ordre de l'ampère, avec 10 millions de volts, ça fait 10 millions de watts. Ça, c'est le TGV qui m'a amené de Paris. Le TGV double rame à 300 à l'heure dans la plaine, là, c'est à peu près 10 mégawatts, la puissance. 10 millions de watts. Là, on est 1 milliard de watts, hein. C'est plus encore. Une voiture, c'est 100 kilowatts. Une voiture, c'est rien. Donc, c'est beaucoup plus qu'une voiture, le truc, là. Vous voyez ça? C'est grand comme ça. Ça, c'est 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est un cœur de centrale nucléaire. Dedans. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas des piles qu'il y a dedans, parce que ça va pas... Enfin, ce n'est pas les piles habituelles, en tout cas. Vous voyez, ça va pas envoyer assez, quoi. 1 milliard de watts, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Et un cœur de centrale nucléaire, c'est gros. Juste un réacteur, c'est gros. Je ne parle même pas du merdier qu'il y a autour, juste le cœur, hein. C'est des trucs d'acier qui font 15 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, hein. Ça ne tient pas dans un micro. Enfin, c'est pas un micro, c'est un sabre laser, mais ça a la taille d'un micro, quoi. Donc c'est quelque part, il y a cette affaire de... D'où vient cette énergie? C'est important. Alors d'où vient cette énergie? Ce n'est pas des piles. Et du coup, on peut comprendre, parce que vous avez vu ce qu'il a dit Obi-Wan Kenobi tout à l'heure. Il nous a dit, ah mais les sabres laser, la force plutôt, c'est un champ d'énergie. Alors que font les Jedi? Ils piochent dans le champ d'énergie. L'énergie, c'est donc en physique ce qui permet de quantifier votre capacité à transformer le monde, à transformer les choses, à fabriquer des tables, à les détruire, à les chauffer, à les refroidir, à les déplacer. Enfin, quoi que vous fassiez, ça va vous coûter de l'énergie. Et donc là, les Jedi, ils piochent dans ce grand réservoir d'énergie et ils font des plans. Alors des fois, c'est des plans gravitationnels, des fois, c'est des plans électrostatiques, des fois, c'est des plans sabre laser. Et sabre laser, en fait, c'est pas un machin avec une pile, ça n'a pas une source interne d'énergie, c'est un machin qui transforme une forme d'énergie, la force, en une autre forme d'énergie, la lumière. Et d'où vient la force qui va dedans? C'est le Jedi, on ne sait pas comment il fait, il pioche dans la force, il met ça dans le sabre laser, on ne sait pas comment, et le sabre laser, il fait son boulot, il transforme ça en lumière. De la même façon qu'un vélo, vous le posez là, il ne se passe rien, vous montez dessus, il ne se passe toujours rien, vous pédalez, le vélo transforme votre énergie de mécanique en mouvement du vélo. Le vélo n'a pas de source interne d'énergie, enfin, sauf les vélos électriques, mais ce n'est pas des vélos, c'est des scooters. Les vélos électriques, les vélos tout court, excusez-moi, on s'en fout. Les vélos tout court, ils transforment une forme d'énergie qui est votre énergie mécanique musculaire, et d'une certaine façon votre énergie chimique, parce que vos énergies musculaires, ça vient de votre transformation chimique dans votre corps, en énergie de mouvement du vélo. Et donc le sabre laser, c'est pareil, sauf que c'est la force et la lumière. Et donc il n'y a qu'à mettre la force dedans, et il sort de la lumière. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on pouvait parfaitement... Maintenant, la série a vraiment... Ça va plus du tout, la série, mais... C'est pour ça qu'avant, seulement les Jedi pouvaient utiliser les sabres laser. Les sbires comme vous et moi, vous appuyez dessus, il ne se passe rien. Vous êtes incapable de piocher dans la force et de la mettre dedans. Alors que les Jedi, ils savent faire ça.
Donc c'est pour ça que seulement eux. Et puis il y a des films où on voit des types qui comprennent rien à la force, qui prennent et qui allument les sabres laser. Mais ça, on n'y croit pas. Ça veut dire qu'il y a une pile dans les sabres laser. Et les piles dans les sabres laser, il n'y en a pas. Donc bon, là ils ont fait une erreur à mon avis, mais bon. Donc le sabre laser, 1 gigawatt, et ça envoie dedans. Et puis pour conclure, c'est une machine qui transforme une forme d'énergie en une autre. Les machines, elles ne sont jamais parfaites. Il n'y a jamais 100 en entrée et puis 100 en sortie. Il y a toujours des pertes sous forme de chaleur, typiquement. Quand on met de l'énergie électrique dans le TGV, il y a des bouts qui partent en frottement, il y a des bouts qui partent en chaleur, et puis il y a des bouts qui partent en frottement, en fait, à compenser les frottements aérodynamiques et qui finalement finissent en chaleur. Donc quand on fait une transformation, il y a toujours des pertes. Dans le vélo, toute votre énergie musculaire ne va pas en mouvement. Il y a un peu les frottements de l'air, il y a un peu les frottements sur la chaîne, et blablabla. Les vélos, c'est des belles machines. Même un vélo un peu minable, il a des rendements de l'ordre de 75 à 80%. Les très beaux vélos du Tour de France à 3 000 €, en carbone, qui pèsent 2 kg, qui sont géniaux, ceux-là, ils ont des rendements à 90%. C'est des très 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 belles machines de conversion mécanique musculaire en mouvement du vélo. C'est beaucoup mieux que les voitures, par exemple, qui sont des rendements minables. 20% une voiture. L'énergie chimique dans l'essence, 20% va dans le mouvement de la voiture. Le 80%, ça chauffe l'air, quoi. En plus de jeter du CO2 qui rechauffe l'air derrière. Donc les voitures, non. Le vélo, oui. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. Donc, ces sabres laser, on met de l'énergie dedans, il y en a une partie qui va chauffer le sabre et une partie qui va venir de la lumière. Imaginons que le sabre laser soit une machine extraordinaire, qui a un rendement de 99,9%. Ça n'existe pas. Il y a 1 millième de perte. Ça n'existe pas. C'est toujours beaucoup plus qu'un millième les pertes dans les machines typiques. Imaginons qu'il y ait ça, que ce soit une très 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 belle machine. 1 millième de 1 milliard de watts, ça fait 1 million de watts. 1 million de watts dans un bout de ferraille gros comme un micro, ça le fait chauffer. Mais beaucoup. Et on peut calculer, ça se calcule, hein, sigma TK, tout ça. Vous vérifiez, la taille du micro, tout ça. Eh bien, ça se calcule et ça fait à peu près 1000 degrés, on va dire en ordre de grandeur, l'ordre de 1000 degrés. Donc le sabre laser, à peine vous avez pris la force pour mettre dedans et ça s'allume, il y a le truc, et il est à 1000 degrés, donc vous le lâchez. Ou alors, vous mettez des gants. D'ailleurs, il faut mettre des gants parce que le sabre laser chauffe, mais parce que, quand même, c'est extrêmement dangereux de mettre ses mains tout près de plusieurs kilos d'acier en fusion. Dans d'autres circonstances, ça s'appelle un barbecue. Ça, c'est les braises, qui ne sont pas à 1500 degrés en plus, et ça, c'est le steak. Donc on ne fait pas ça, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, on fait un autre truc très dangereux, on ne fait pas un autre truc très dangereux, on ne regarde jamais directement avec ses yeux, regardez, il regarde une source brillante. Genre, on fait de la soudure, on ne regarde pas avec ses yeux directement, c'est idiot. On s'abîme les yeux et on voit que dalle. Donc on met des gros verres. Donc je conteste la tenue de ce Jedi. Il devrait avoir des verres de soudeur et des gants de vulcanologue. Bon, un détail. Alors, justement, il y a des gens qui ont pensé à ça dans d'autres situations. Observez attentivement cette scène de Spider-Man 2 et de M. Octavius, qui nous présente, du professeur Octavius, qui nous présente sa machine à fusion dans Spider-Man 2. Alors lui, vous voyez, c'est déjà, il est plus malin déjà. Lui, il a mis des verres de soudeur. Et pourquoi il a mis des verres de soudeur? Parce qu'il nous présente sa machine à fusion que voilà, et là, toute petite devant, là, c'est cette espèce de structure qu'elle a, donc elle fait peut-être 2 mètres de taille ou 3 mètres de taille. Il allume des lasers, ça c'est la base de discussion, il y a toujours des lasers quand on veut faire des plans. Et puis ça éclaire, vous voyez, il s'allume, on les voit bien avancer, à 300 000 km par seconde, vous voyez le faisceau lumineux qui avance. Hein, comme les blasters, on voit le truc qui avance doucement, là c'est assez cool. Alors que 300 000 km par seconde, quand on allume la lumière, si vous voulez un jour vous exalter avec la science, quand vous allumez la lumière, ouais, c'est ok. Mais maintenant, imaginez ce qui se passe en vrai, ça part de l'ampoule et il y a une sphère de lumière qui grandit et qui remplit petit à petit toute la pièce. Sauf que petit à petit, elle le fait à 300 000 km par seconde, vu la taille de vos appartements, probablement assez modeste, en tout cas ils ne font pas 300 000 km de côté. Du coup, ça se remplit, paf, instantanément, et vous dites, oui, je ne comprends pas. Mais en fait, voilà, il faut imaginer ça. Votre vie peut être constamment changée si vous réalisez le monde qui se déroule devant vous. La lumière, elle rentre dans la pièce petit à petit avant de rebondir partout, et puis à la fin, ah ben c'est éclairé partout. Et c'est la même chose quand vous vous regardez dans le miroir en face. La lumière qui part de votre visage, parce que là, elle va dans le miroir, poum, elle rebondit, elle revient. Le miroir est à 1,50 m, il y a 3 mètres de distance. 3 mètres pour la lumière, c'est 10 milliardièmes de seconde. Quand vous voyez dans le miroir, vous n'avez pas l'âge que vous avez. Vous avez 10 milliardièmes de seconde de moins. Bon, c'est pas très exaltant, mais si quand même un peu. C'est-à-dire, vous vous voyez plus jeune que vous n'êtes en réalité. Quand vous bougez la main, elle bouge pas exactement au même moment en face.
mais c'est pas facile à voir, je le reconnais bien volontiers. Bon, donc là, il met ses lunettes de soudeur, il allume cette petite pastille qui est du tritium, il nous dit dans le film c'est du tritium. Alors le malheur, c'est que c'est pas peut-être que ça, mais du tritium ça existe vraiment, c'est un isotope de l'hydrogène, un noyau avec un proton et deux neutrons. Il allume et paf, ça déclenche. Vous voyez, il a bien fait de mettre. Alors par contre, elle et lui, ils n'ont pas mis les lunettes de soudeur et pourtant ils regardent la même chose, hein, donc c'est pas bien. Et hop là, ça fait un plasma de fusion. Bravo docteur, c'est super. Il y a un peu de vent, parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y a un peu de vent. C'est génial, on va se faire du pognon. D'ailleurs, il est habillé. Ouais. À côté, c'est Spider-Man, vous l'avez reconnu. Et là, regardez, voilà, là, il manipule avec bon, je ne discuterai pas des palmes, là, enfin des tentacules, qui sont assez intéressantes, et il manipule ça. Et donc là, on voit qu'il y a cette zone-là qui est censée être un plasma de fusion. Il y a une espèce de truc autour qu'en science-fiction on appelle un champ de force, c'est-à-dire un machin qui confine. Ça veut dire qu'on est en train de garder cette structure de plasma dans un endroit confiné, même si on l'a allumé par des lasers, ce qui ressemble un peu, au moins dans l'idée, à ce qu'on veut faire dans le réel, soit déclencher des réactions de fusion thermonucléaire par des lasers, ce qui est fait au laser mégajoule à Bordeaux, soit on veut déclencher des réactions de fusion thermonucléaire dans un plasma confiné par un champ magnétique, pas un champ de force, un champ magnétique, c'est ce qui est en train de se construire dans l'expérience ITER en ce moment dans le sud de la France. ITER qui est une expérience internationale. Et donc on voit cette structure qui est ici. Alors si ça c'est un plasma de fusion, donc déjà on voit, je reviens, Octavius il a pris des précautions, il a mis, c'est un truc qui a l'air brillant cette chose-là, il a mis des verres de soudeur, c'est une bonne idée, parce que si ce truc-là est un plasma de fusion, en fait sa température c'est plutôt 150 millions de degrés. Donc il vaut mieux se protéger les yeux, et pas que, il faut mieux se protéger tout. Et il faut pas être là non plus, là il est à 2 mètres peut-être de ce plasma de fusion qui fait peut-être 1 mètre de diamètre. On peut, à coup de sigma T4, si vous avez un sphère de plasma à 150 millions de degrés qui fait 1 mètre de rayon, à quelle distance faut-il être pour que le flux de rayonnement que vous recevez soit équivalent à ce que reçoit un steak dans une poêle en train de cuire? 300 mètres. C'est ça la distance de sécurité. Vous recalculerez, c'est plusieurs centaines de mètres. J'ai mis 300, je pense que c'est dans l'ordre de 300 mètres. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment très loin de ce truc. Alors, en même temps, ce truc, on le voit, il est brillant à nos yeux. Donc si on le voit, c'est de la lumière visible. Et si c'est de la lumière visible, les corps chauds rayonnent de la lumière, mais ça dépend de leur température. Et pour rayonner dans la gamme de la lumière visible, c'est sûrement pas à 150 millions de degrés. Un gaz ou de la matière à 150 millions de degrés, ça rayonne dans la lumière rayons X. On ne verrait pas avec nos yeux. Donc là, si on la voit, c'est plutôt qu'elle est à 6000 degrés. Elle est un peu jaunâtre comme le Soleil, comme la température du Soleil, à peu près 5000, 6000 degrés peut-être. Ce truc-là, si sa couleur est réelle, il est à 5000 degrés. Donc là, on voit, il y a plein de choses à dire sur la représentation dans ce film. C'est qu'à la fois, ils veulent nous montrer quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qu'il faut bien qu'on montre au spectateur, sinon, s'il n'y a rien au milieu, il ne comprend pas qu'il se passe quelque chose. Et donc, on va transposer, finalement, on transpose une image en lumière visible, une image qui aurait dû être en rayons X. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La machine, on la voit, j'ai dit 2 mètres, elle n'est pas très grande. Alors quand on voit cette structure-là, cette chose-là, on voit qu'elle n'est pas uniformément brillante. Il y a des endroits plus sombres, des endroits plus clairs. Et puis à la fin de la séquence, Octavius dit « la puissance du Soleil dans la paume de ma main », plutôt dans la paume de son tentacule, mais c'est pareil, dans la paume de ma main. Et ça, c'est très exactement ce que disent les physiciens ou physiciennes qui travaillent dans la fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire, c'est à l'origine de la, pas du rayonnement des étoiles, c'est une phrase fausse, mais à l'origine de la durabilité du rayonnement des étoiles. Le Soleil brille depuis très longtemps, le Soleil brille parce qu'il est chaud, et le Soleil brille depuis très longtemps, 4 milliards et demi d'années, parce qu'en son cœur, il y a des réactions de fusion thermonucléaire qui produisent l'énergie qui compense celle qui est perdue par la surface sous forme de rayonnement. C'est le compte en banque énergétique du Soleil, c'est les réactions de fusion thermonucléaire de son cœur. Donc, la puissance du Soleil dans la paume de ma main, il reprend exactement l'image que disent les scientifiques, et que vous êtes dans un film de science-fiction, vous voulez représenter ça. Ben, vous mettez un soleil, un petit soleil. Oui, mais bon, c'est un peu rond, c'est un peu jaune, mais le Soleil, est-ce qu'il a cette gueule-là, le vrai Soleil? Pas du tout. Le vrai Soleil, il est très brillant, on n'y voit rien, on met des lunettes opaques, pas des verres solaires, hein, ça c'est dangereux. Vous prenez des verres de soudeur et vous regardez le Soleil en direct, vous allez voir, c'est un petit rond dans le ciel, qui fait 1,5 degré de taille apparente, c'est absolument pas cette gueule-là. Il est à peu près uniforme, pas tout à fait, il y a des subtilités, mais bon, il est à peu près uniforme, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas des zones très sombres comme ça au milieu. Éventuellement, il y a des petites taches noires, si elles sont assez grosses, des taches solaires, mais quasiment, enfin très difficile à voir à l'œil nu. Donc, cette image-là, ça voudrait être un soleil, mais qui n'est pas le vrai soleil. Et c'est quoi le vrai soleil?
Ben, c'est un soleil comme celui-ci. C'est un soleil où on voit les éruptions solaires, guidées par les lignes de champ magnétique du soleil. C'est un soleil où la surface n'est pas homogène, parfois plus chaude, parfois plus froide. C'est un soleil qui est vu en ultraviolet, en une longueur d'onde invisible à nos yeux, qui est vue en ultraviolet. Donc l'image qui est ici, ils ont pris, l'image qui est ici, ils ont pris un soleil, ils ont voulu mettre, pour représenter ce que disent les physiciens, c'est l'énergie des étoiles, pour dire gros. Ils ont mis une étoile, ils ont mis un petit soleil quand la fusion se produit, et ils ont mis un petit soleil qui n'est pas le soleil habituel, mais qui est un soleil réel presque, une image qu'on pourrait faire en astrophysique d'un soleil, de notre soleil, vu en lumière ultraviolette. C'est ça qui est assez étonnant. Il y a vraiment, ils ont l'air contents, après il y a des problèmes évidemment. Et après, on voit un soleil, et on voit un soleil, voilà. Et là, c'est un soleil en ultraviolet ou en rayons X. Donc, on pourrait dire que c'est des abrutis, c'est un soleil que ça n'a rien à voir, ils seraient tous morts. En fait, non. Il y a quand même quelqu'un qui a bossé derrière pour sortir une image plausible du soleil vu en rayons X pour un plasma qui serait un rayon X, qu'ils ont mis en jaune, comme on a mis en jaune l'image du soleil vu en UV, parce que si on la mettait en UV, on ne la met pas, on ne la voit pas. Donc on la met en jaune pour transposer l'équivalent lumineux de la transposition musicale, pour passer d'un son inaudible à un son audible, du cri des chauves-souris à un son audible par des systèmes qui transposent ces fréquences ultrasonores dans les fréquences audibles. Donc en fait, en dépit du fait que ça a l'air tout moisi ce qu'ils ont fait, en fait, il y a quand même, ils ont pensé derrière. Et ce qui est important, c'est pas que ce soit moisi, c'est tout le raisonnement que nous, on peut faire pour essayer de reconstruire ce qui a bien pu se passer dans l'esprit des gens qui ont fait ça. Peut-être c'est pas ça, il faudrait aller les interviewer. J'ai mis la Terre, enfin j'ai pas mis, sur cette image, j'ai la Terre à l'échelle, vous voyez, ça donne une idée de notre minabilité à l'échelle du Soleil. Voilà aussi la vraie taille des réacteurs à fusion. Le réacteur ITER qui est en construction, il y a un humain qui est là, voilà. Ça va donner une idée de la taille, hein. C'est pas un truc qui fait 3 mètres, hein, ça ne tient pas dans la pièce du tout. Ça c'est juste le réacteur, hein, et après il y a le bâtiment du réacteur qui fait 50 mètres de côté, 50 mètres de haut, 50 mètres de large. Et puis là, c'est le projet, ça c'est la fusion universelle laser mégajoule. La sphère qui est ici, à l'intérieur de laquelle se produit la convergence des faisceaux laser sur une cible qui fait quelques millimètres de taille. La sphère, elle fait 10 mètres de diamètre. Et voilà les humains à côté. Ça se visite. Ça, c'est en construction. Ça se visite. Bon, il faut faire une demande, on n'arrive pas comme ça, la gueule enfarinée. Je ne saurais trop inciter, si vous avez le temps en prépa, vous n'avez pas le temps, il y a les concours et tout ça, mais si vous avez l'occasion, faites de la science, journée porte ouverte, ou même de le provoquer, allez voir le laser mégajoule. C'est un endroit vraiment stupéfiant de voir la structure. Là, on voit que la zone, en plus, que la zone de réaction, si j'ose dire. Il y a aussi, avant tout ça, il y a un bâtiment qui fait 150 mètres de long, d'amplification du laser, de tous les 256 lignes laser qui arrivent dessus. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors, on va peut-être, je ne sais pas où j'en suis, là, combien de temps il me reste, là 5 minutes? Bon, 5 minutes ou 10. Bon, on va faire juste une dernière manip sur Avatar, pour dire qu'on ne va pas laisser Avatar, pour faire une expérience participative. Il va falloir bosser, maintenant. Merde, putain, il est tard. Voilà, ben c'est posé là, on est dans Avatar, on voit cette image-là. Quelle est la direction de la source de lumière? J'enlève ça pour qu'on ne voit plus. Donc cette image, il faut déjà comprendre ce qu'on voit. On est dans Avatar. Des humains ont pris un vaisseau interstellaire pour aller vers un monde qui s'appelle Pandora. Dans le film, ils disent une planète, sûrement pas. Ce monde est en orbite autour de la planète Polyphème. Il ne tourne pas autour d'un soleil, il tourne autour d'un objet, là, Polyphème. Polyphème qui est dans le système d'Alpha du Centaure, qui est une étoile binaire, 2 étoiles et des planètes. On sait qu'il y a au moins une planète dans le système d'Alpha du Centaure. Là, il y a cette planète Polyphème, hypothétique, dans le système binaire à 2 étoiles, donc d'Alpha du Centaure. Alors, on voit aussi quoi? On voit ce truc, on y reviendra plus tard. On voit ce truc qui pourrait être un autre satellite. Là, c'est Pandora où se passent les choses. Ici, il fait jour, ici, il fait nuit. Et la ligne qui sépare, et ça s'appelle le terminateur. Pas le Terminator, parce qu'on pourrait croire, non, ça s'appelle le terminateur. Elle est floue, je laisse ça à votre sagacité. Elle pourrait être nette, ben elle est floue. Voilà. Pourquoi c'est flou? Cette image est bien faite, hein, elle est assez bien foutue. Il y a un reflet ici tout à fait discutable dans leur logiciel d'image. Il faut mettre des reflets partout, c'est plus chic, c'est juste tout moisi. La Terre vue de l'espace, il n'y a pas de reflet comme ça. Bon. Et sinon, on reconnaît les océans, les continents en vert et les nuages en blanc. Bon, c'est pas la Terre, ça pourrait être la Terre. C'est un monde habitable, en tout cas, pour les humains, difficilement habitable. L'atmosphère n'est pas respirable, mais sinon, ils vivent très bien dessus, moyennant qu'il y ait un petit masque à oxygène sur leur visage. La planète qui est derrière, Polyphème, elle est bien nommée.
parce que ce grand tourbillon, ça évoque quand même l'œil unique d'un cyclope, Polyphème étant un cyclope bien connu, mais c'est surtout la planète Jupiter qu'ils ont pris avec Photoshop peint en bleu, et voilà. Donc Jupiter, on la voit, là, Io, et puis l'ombre de Io, et puis Jupiter, et la grande tache rouge de Jupiter, ils ont vraiment pompé Jupiter pour faire Polyphème, c'est assez stupéfiant. Mais dans le film, ils disent que Polyphème a la taille de Saturne, bon, pourquoi pas. Donc voilà, on a à peu près compris l'image. Alors je fais ça avec des CM2 ou des 6e, on peut le faire avec des CM2 6e. Déjà, c'est important de comprendre ce qu'on voit, de bien poser les mots et de bien réaliser ce qu'on voit. Alors après, la question, maintenant, c'est effectivement, quelle est la direction de la source de lumière? Alors, réponse. Toutes les réponses sont admises, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des réponses. Et après, on les trie. Alors, les réponses typiques, pour vous délasser un peu, c'est à gauche et un petit geste de la main. C'est normal, du point de vue du public, c'est compliqué de prendre la parole devant tout le monde, on n'est pas sûr qu'on va entendre, donc c'est plus simple de faire un petit geste, puis des fois j'entendais à gauche. Alors quand on me dit à gauche, je fais toujours la mauvaise tête, moi, avec les unités, tout ça, je dis à gauche. Ils me disent non, l'autre gauche. Alors là, je dis, bah oui, à gauche, ouais, ça dépend de qui parle, c'est pas très cool, parce qu'en physique, en sciences en général, on essaie de faire des énoncés qui sont universels, que tout le monde peut comprendre, quelle que soit sa position d'observateur. Si vous me dites à gauche, il ne faut pas me dire que c'est à gauche, ou alors il faut être plus précis. À gauche quand on est face à l'écran. Ah, d'accord. Ah d'accord, je comprends mieux. Donc il faut préciser sa phrase, ou faire des phrases universelles si c'est possible, ou préciser sa phrase. Donc déjà on rentre tout de suite dans un problème qui est un peu, entre guillemets, je ne veux pas dire choquant, mais les étudiants ou même les jeunes enfants réalisent, pas toujours, mais là ils le réalisent, c'est que faire des sciences, c'est d'abord parler français. Parce qu'on est en France, on serait en Chine, on parlerait chinois ou ailleurs. Bon. Mais il faut d'abord parler français, donc ça veut dire déjà maîtriser sa langue et faire des phrases précises dans sa langue, que les autres vont comprendre avec un vocabulaire éventuellement éduqué, spécialisé, terminateur. On pourrait dire la ligne qui sépare le jour de la nuit, on pourrait faire des périphrases. Voilà, il y a un vocabulaire, il faut déjà parler sa langue bien et faire des phrases précises. Bon, donc à gauche, ok. Le petit geste de la main, on comprend que ça vient de là, mais alors, j'ai dit, il y a du choix quand même. Hein. Moi, ce que je veux, c'est, il y a plein de directions possibles. Je veux une ligne, je veux pouvoir tracer une ligne, et au bout, il y a la source de lumière. Loin là-bas, il y a la source de lumière. Donc, quand on dit à gauche, est-ce que cette ligne, ça pourrait être celle-là? Est-ce que ça pourrait venir de là? Alors, vous en pensez quoi, vous? Non. Bon. Est-ce que ça pourrait venir de là? Bon, c'est pas super clair. Est-ce que ça pourrait venir de comme ça? Hein, c'est bien ça, on le sent bien. Bon, je suis pas assez rapide pour que ça se voit bien. Puis surtout, ça serait merdique. Bon, donc là, on veut une construction. Et donc, on veut une phrase précise avec une construction. Je prends mon machin et je fais. Alors, en sixième, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je se rappelle qu'est-ce que c'est une perpendiculaire, un tatati, mais ils savent le faire. Normalement, les équerres, ça, ils connaissent. Donc, là, une phrase, une réponse possible, c'est dans la direction perpendiculaire au terminateur, ou à la ligne qui sépare le jour et la nuit, perpendiculaire au terminateur, côté jour, ou perpendiculaire au terminateur, opposé au côté nuit. Donc ça fait réaliser d'une part qu'il faut faire une phrase un peu technique, si on veut pouvoir, la personne, il écoute la phrase, la personne écoute la phrase, et blop, elle construit le truc. Et puis, il y a deux réponses possibles, pour la même question. Donc il n'y a pas forcément unicité de la réponse, il y a des réponses qui peuvent être exprimées différemment, mais qui donnent, physiquement, quand je fais le tracé, c'est la même droite, et je désigne bien la même extrémité. Donc avec les sixièmes, on travaille 30 minutes déjà en français pour qu'ils se rappellent, perpendiculaire, tout ça. Bon, après, est-ce que cette chose-là, on la regarde maintenant, on essaie de se dire, du coup, j'ai une idée de la direction, est-ce que c'est cohérent avec le reste de l'image? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en faute? Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir fait un raisonnement correct. Bon, mais après, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le même sens, qui me confortent? Ça me dit pas que j'ai raison, ça me dit que j'ai pas encore tort. Bon, alors, je regarde ce truc-là, il y a un petit terminateur, il a l'air parallèle à celui-là. Alors, deux droites parallèles, je prends la perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Enfin bon, vous jouez avec Euclide, vous vous débrouillez. Et à la fin, ce petit terminateur-là, il va donner la même direction. Et on peut gloser, alors là c'est niveau prépa, sur la facilité qu'on a à mettre une droite, à ajuster une droite dans un petit bout, ou ajuster une droite dans un gros bout. Ou ajuster une droite dans un gros bout flou. Quand vous avez une règle, s'il y a un tout petit machin, la règle, vous pouvez un peu la tortillonner. Quand il y a une longue ligne, déjà c'est plus clair, la règle, elle ne va pas bouger n'importe où. D'accord ? Donc la précision sera probablement un peu meilleure ici que là, modulo le flou, enfin bref, ça c'est du niveau prépa, calcul d'incertitude, et on se prend la tête. Bon, donc on a l'impression que ce truc-là, il est éclairé, ce satellite-là est éclairé par la même source que celui-là. Bon, pour l'instant, tout va bien. Alors après, maintenant, c'est quoi ce truc ? C'est là où ça devient intéressant. Alors là, plein de réponses possibles.
Je vous en livre une, c'est un trou dans la planète. Mais c'est du vrai, c'est du vécu. Je n'invente pas un truc pour vous emmerder. C'est vraiment, des élèves de CM2 m'ont dit, bah, c'est un trou dans la planète. Alors on peut se dire, ils sont dingues. Bon, c'est des sixièmes, les rasbitubes, ils ne comprennent rien, tout ça. Des CM2, c'est pas grave. Non, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi l'enfant, il a dit ça? D'abord, ça fait sens, effectivement. On se dit, un trou, il n'y a qu'à prendre une boîte, je fais un trou dedans, c'est noir, quoi. C'est pas con. Alors après, il faut se dire, mais pourquoi il y a un trou? Dans quoi on fait des trous? Ben, pour les enfants, on fait des trous. Mais dans quoi on fait? C'est toujours important, c'est de préciser. En physique, c'est emmerdant, la physique, parce que c'est contact avec le réel, quoi. La chimie, la biologie, c'est pareil. On fait des trous dans les trucs solides. Parce que dans les trucs mous, si j'ose dire, fluides, que ce soit des gaz ou des liquides, on fait un trou, ben boum, ça remplit le trou. Et cette planète, elle est gazeuse. Donc on ne fait pas un trou dedans. Donc c'est pas un trou. Mais vous voyez le raisonnement, c'est on fait un trou, là on est encore exactement dans le moment comme tout à l'heure. Si c'est un trou, pourquoi pas? C'est sûrement compliqué, ça doit être un gros trou, il doit être très profond, on ne voit pas de lumière qui sort du fond, donc il est vraiment profond, parce que si c'est un trou pas très profond, on verrait le fond, et donc du coup, donc c'est un grand trou, admettons. Si c'est un trou, alors la planète est solide. Vous voyez l'implication? La conséquence, si c'est un trou, alors la planète est solide, il n'y a pas d'autre solution. Mais ce que je sais moi, c'est que la planète n'est pas solide. Donc c'est pas un trou. Ça s'appelle le raisonnement par contraposition. Je vous vise toujours vous, mais c'est pareil pour ceux là-bas. C'est les mêmes, on est d'accord. Raisonnement par contraposition. Fondamental en science, qui est de dire, je fais une prédiction. Si ma théorie est vraie, alors il va se passer ça. Il se passe ça. Bah, cool. Bien joué, enfin, respect, c'est bien. Puis c'est tout. On n'a pas appris grand-chose. On a juste augmenté, on pourrait discuter les statistiques bayésiennes, enfin on pourrait se prendre la tête, on pourrait augmenter la confiance qu'on a dans la théorie. Parce qu'elle explique ça, et encore, et encore, et encore, et à chaque fois elle tombe juste. Alors on se dit quand même, c'est pas de la chance, enfin c'est pas du hasard, ça finit, elle doit fonctionner cette théorie. On peut chiffrer la confiance qu'on a dans cette théorie. Mais si ma théorie est vraie, alors il se passe ça, je vois pas ça, alors là il y a une déduction qui se fait automatique. S'il n'y a pas ça, donc la théorie d'avant, elle est fausse. Il y a un problème quelque part. Et donc je la modifie. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne en science, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur ce genre d'œuvre, c'est de se demander pourquoi c'est faux. C'est des questions qu'on vous pose pour le moment rarement, ou vous posez rarement. Vous cherchez toujours à trouver, mais ce qui n'est pas indigne, c'est aussi comme ça qu'on évalue, et c'est comme ça que vous passerez les concours, et c'est comme ça aussi qu'on apprend. On vous demande la bonne réponse. Mais en science, quand un scientifique arrive avec une nouvelle, disons, théorie, une nouvelle hypothèse, un nouveau modèle, les collègues, ils disent, bon, sympa, on va voir si on peut le casser. C'est ça la première réflexe, c'est comment on va le casser. Parce que si on le casse, on apprend vraiment un truc. On est sûr d'un truc, c'est que ce qu'il a dit, c'est faux. C'est la seule situation où on est sûr. Et donc on casse les choses. Et puis quand les choses, elles ne se cassent pas, bon, sympa. Puis d'autres essayent, d'autres essayent, d'autres essayent, d'autres essayent, et au bout de beaucoup d'années, c'est toujours pas cassé. Eh bien on le garde et on dit, c'est super, ça fait un programme de physique en prépa. D'accord ? Et puis ça sert à quelque chose au moins, à l'exaltation intellectuelle du peuple. Donc, cette question-là, pourquoi c'est faux, elle est importante, et donc donner une mauvaise réponse, alors on peut essayer de donner des bonnes réponses a priori, c'est-à-dire essayer d'éviter de tomber immédiatement dans la fausseté quand on est en physique, on évite de dire un truc qui est immédiatement faux. Mais les propositions qui sont faites, elles sont justifiées. Le gamin, il a une idée derrière la tête, qui dit que c'est un trou, il se dit, c'est pas immédiatement faux, parce que quand j'ai vu moi des trous dans le bois, eh ben, ça fait noir, et donc ça peut être ça. Donc il a une idée derrière ça, il a un a priori, il a une raison, il a un argument sur pourquoi il dit ça. Et ensuite, il faut se convaincre, est-ce que ça tient la route ou pas? Alors, autre possibilité, là vous allez me dire pourquoi c'est faux, c'est un autre satellite. Il n'y a pas le terminateur. Si c'était un autre satellite, il serait éclairé par la même source qu'éclaire les deux précédents, il devrait avoir un côté sombre, un côté brillant, un côté éclairé, donc un terminateur. On ne voit pas de terminateur, c'est un truc rond tout noir. Alors il y en a qui me disent, très bien, et là on est exactement dans ce qui se passe en réalité en science, c'est-à-dire que, ouais, c'est un autre satellite, tu te fous de ma gueule, il n'y a pas de terminateur. Oui, mais c'est un satellite spécial, il est dans une matière qui est parfaitement absorbante de la lumière. Alors vous faites quoi? Vous répondez quoi? Vous faites quoi? C'est un truc qui absorbe mais parfaitement la lumière, il est parfaitement noir. Déjà, c'est pas facile. Première remarque, attends, c'est un satellite naturel. Enfin,
ou s'il est artificiel, on va vraiment discuter, parce que des trucs parfaitement noirs, on sait les faire, ça s'appelle Vanta Black, ça absorbe 99,8% de la lumière visible incidente. 99,8%, c'est un truc de fou. Quand on voit un bout de Vanta Black en vrai devant soi, c'est un noir, mais un truc incroyablement noir, quoi. Bon. Pourquoi pas? C'est fait en Vanta Black, qui est une matière artificielle faite avec des nanotubes de carbone. Donc on se dit... Donc là, il y a des gus qui ont fabriqué un satellite tout noir pour emmerder les CM2 quand on leur posait. Non. Bon, mais pourquoi pas? Si ce n'était pas un satellite artificiel, s'il était naturel, c'est quoi les trucs les plus sombres qu'on trouve en satellite naturel? Eh bien, si on regarde par exemple la Lune, on se dit bah, la Lune, elle n'est pas très sombre, on la voit, elle est vachement brillante en fait. L'albédo de la Lune, la fraction de lumière solaire qui la frappe et qu'elle renvoie vers l'extérieur, c'est 12%. L'albédo du charbon, c'est 10 à 12%. La Lune, elle est noire comme du charbon. Et pourtant, quand elle est éclairée, on la voit bien. Si on prend la comète Churyumov-Gerasimenko, qui a été vue par la sonde Rosetta, vous avez vu ces images, vous vous rappelez peut-être de ces images magnifiques, on la voyait brillante. L'albédo de la comète, c'était 5%. C'est plus sombre que du charbon. Et quand on la voit, elle est là, on la voit bien, quoi. Donc un truc super sombre, en fait, quand c'est éclairé par une étoile, quand c'est éclairé avec beaucoup de lumière, ça peut apparaître, on peut le voir quand même un petit peu. Donc pour que ce soit très 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 noir comme ça, c'est un truc probablement artificiel. Et comment on pourrait se rendre compte? Alors maintenant, bah, peut-être c'est artificiel, bon, on n'y croit pas trop parce que ouais, il y aurait des gus qui ont fait un machin noir, très... Mais comment on pourrait se rendre compte maintenant? Quelle expérience on pourrait faire pour tester cette hypothèse? Que c'est un truc tout noir qui absorbe parfaitement. S'il absorbe parfaitement la lumière, il va chauffer. Parce que la lumière, c'est une forme dynamique, il va le chauffer. S'il est chauffé, il va rayonner de la lumière, il va rayonner autant qu'il reçoit, pas la même lumière. Il va recevoir de la lumière visible, et il va rendre de la lumière à sa température d'équilibre, qui sera probablement de la lumière infrarouge. Pour savoir si cette hypothèse est valable ou pas, vous prenez une caméra infrarouge et vous regardez si ce truc devient d'un coup très brillant en lumière infrarouge, alors qu'il était très noir en lumière visible. On ne peut pas le faire. Bon. Donc c'est une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter directement, parce que je n'ai pas l'image infrarouge de ça. Et je n'ai pas la caméra pour regarder. Mais on n'y croit pas trop, parce qu'à vrai dire qu'il y a des gus qui ont fait un truc super absorbant. Bon. Alors, autre possibilité, c'est l'ombre de lui. Voilà, c'est l'ombre de lui. Alors là, c'est pareil, ça, il va falloir tourner. Alors, si c'est l'ombre de lui, d'où vient la source de lumière? Alors, même petit raisonnement, lui, l'ombre est là, le machin là, donc on aligne les deux. Il est un peu devant, on est dans un plan, donc on comprend que la droite qui joint ceci et cela, elle sort un peu de l'écran, mais ça donne une direction qui est, voilà, on la voit à peu près, qui n'a rien à voir avec celle-là. Donc on dit, ah, il s'est trompé, parce que c'est pas la bonne direction. Et moi je réponds, ben non, on est dans Alpha du Centaure, un système à 2 étoiles. Ah ah! Et vous répondez quoi? Il y a une deuxième étoile, donc pourquoi il n'y aurait pas une deuxième source? Moi j'ai dit une source parce que ça pour vous gruger, mais s'il y a 2 étoiles, il y a 2 étoiles dans Alpha du Centaure. Mais s'il y a 2 étoiles, il doit y avoir 2 terminateurs. Parce que là, la direction de cette étoile, elle est quelque part là où vous êtes, quoi. Vous voyez, elle sort de l'écran, là, dans la direction, on sent, disons, dans le plan de l'écran, quelque part là-bas, dans le plan de l'écran. Là, cette direction, ça doit sortir du plan de l'écran. Donc il devrait y avoir un deuxième terminateur. Il n'y a pas de deuxième terminateur. Donc, si c'est l'ombre de cette planète, si c'est l'ombre de ce satellite, alors il devrait y avoir un deuxième terminateur. Or, il n'y a pas de deuxième terminateur, donc c'est pas long de cette planète. C'est le même raisonnement, sauf que c'est encore plus long parce qu'il y a argument et contre-argument. Donc à la fin, c'est quoi? On ne sait pas. Alors c'est une possibilité, on ne sait pas. Et ça, en science, c'est tout le temps, quoi. On ne sait pas, et ça s'appelle la recherche scientifique, et les gens bossent pour ça. Et après, il y a un truc qui est un saut conceptuel pas complètement négligeable, qui est de dire, c'est l'ombre d'un truc à l'extérieur qu'on ne voit pas. Et là, c'est un saut conceptuel, parce que vous êtes en train d'expliquer un truc visible, il y a ce machin noir, par un truc invisible que personne ne voit. C'est l'équivalent du gamin qui a fait tomber le vase Ming à 2000 $. Il a dit, c'est les fantômes. Et là, vous lui dites, tu te fous de ma gueule, les fantômes, ça n'existe pas. Non. D'abord, démontrer que les fantômes est une hypothèse non valide, et reposez-lui la question, alors, comment c'est tombé? Et là, il vous dira, bon, d'accord, j'avoue, s'il est de bonne foi, etc. Parce que, vous voyez, il y a toujours des gens, bon, bref. Au final, on sait que les fantômes, ça n'existe pas, parce que nous, on est des adultes, et nous, c'est évident, les fantômes, les fées, tout ça, ça n'existe pas. Quoiqu'en Bretagne, il faut réfléchir un peu, mais enfin, en tout cas, ce truc-là,
si c'est une ombre qui est là, que j'invoque un truc mystérieux derrière, il faudrait le montrer. On peut s'en convaincre, ça serait possible. Il sait à l'extérieur, on peut même désigner sa direction, sans trop savoir sa distance, on peut désigner sa direction. Donc là, on est dans la même situation que d'expliquer du visible par l'invisible en physique, c'est comme les fantômes. On a le droit de le faire. C'est parfaitement légitime. Simplement, il ne faut pas s'arrêter à dire c'est les fantômes, ou c'est la planète X que je ne vois pas. Il faut la chercher, la planète. Il faut essayer de vérifier, c'est une prédiction que vous avez faite sur le monde. Alors vous laissez bosser les autres, parce que pendant ce temps, vous avez la gloire de dire « Ah, c'est les fantômes, moi j'ai une théorie géniale », bossez les guignols pour voir si vous arrivez à casser tout. Alors quelqu'un bosse, fait l'observation et trouve ou pas. Ça s'est produit déjà dans le réel, hein, dans la vraie vie scientifique. Les anomalies du mouvement de la planète Uranus, qui ne collait pas exactement son mouvement, son orbite aux lois de Newton. Bon ben, Le Verrier s'est pas cassé la tête, elle a dit soit on jette Newton, mais quand même ça marche vachement bien, soit on dit il y a une autre planète qu'on ne voit pas, qui bricole autour, un peu plus lointaine, et qui par ses perturbations perturbe le mouvement d'Uranus et ça colle. Comme il était un boss en calcul, alors je peux vous dire boss à la main, pas de calculatrice, à la main, avec des sbires qui bossent pour lui, il calcule l'orbite plausible de la planète perturbatrice et il essaie d'estimer une position dans le ciel de la Terre et un astronome allemand, Johann Galle, observe une nouvelle planète à 1 degré de la position calculée par... 1 degré, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2 tailles apparentes du Soleil, de la Lune aussi. Il observe une nouvelle planète qui s'appellera la planète Neptune, qui a failli s'appeler la planète Le Verrier. Les Anglais engueulaient, parce qu'il y avait un Anglais Mitchell qui faisait pareil. On voyait des dessins, bref, c'était toute une affaire. À la fin, elle s'est appelée finalement Neptune, c'était logique de l'appeler avec la succession de la mythologie habituelle. Donc dans ce cas-là, ça a marché. Le Verrier, il a fait le malin une deuxième fois. Regardant le mouvement de la planète Mercure, qui était déjà bien connu, on voyait que la planète Mercure elle a un mouvement elliptique dont le point le plus proche, le périhélie du Soleil, se déplace. Elle revient. Le périhélie n'est pas toujours au même endroit. Il tourne un peu autour du Soleil, assez lentement, d'un angle qui est à peu près 573 secondes d'arc par siècle. Secondes d'arc, c'est 573, 600 secondes d'arc, ça ferait 10 minutes d'angle, ça ferait un sixième de degré. Donc c'est un tout petit angle par siècle. Bon, ça tourne. Alors on essaie de comprendre pourquoi avec la théorie de Newton. Alors on tient compte des perturbations de Jupiter, on tient compte du fait que le Soleil n'est pas parfaitement sphérique, et que son champ gravitationnel il est un peu différent de ce qu'on s'attendait, blabla. Et bon, on calcule, c'est compliqué. Et on arrive à expliquer une partie de ce mouvement, pas tout. Il manque 43 secondes d'arc par siècle, un tout petit angle pour le coup, qu'on est incapable d'expliquer par Newton et des raffinements très subtils de Newton, des raffinements, des corrections qu'on apporte par les perturbations apportées par la non-sphéricité du Soleil, par Jupiter ou par autre chose. Ces 43 secondes d'arc, elles sont embêtantes, et Le Verrier dit, qu'à cela ne tienne, il y a une autre planète à l'intérieur de Mercure qu'on n'a toujours pas vue, qu'on va appeler Vulcain, c'est Bonnard, elle tourne à l'intérieur et elle perturbe Mercure. Alors le problème de Vulcain, c'est qu'elle devrait passer devant le Soleil, on peut calculer son orbite, elle devrait passer devant le Soleil demain à 17h, je regarde, elle n'est pas là. Bon, c'est toute petite planète, on la voit peut-être pas bien, on n'a peut-être pas bien trouvé son orbite, on peut encore argumenter, mais bon, on la cherche. Et puis en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale, dans laquelle il propose que la gravité soit plus une force, mais soit une manifestation de la courbure, de la déformation de l'espace-temps imposée par les masses. Et dans ce cadre-là, il applique directement sa théorie à deux phénomènes. L'un qui est la déviation des rayons lumineux par les corps massifs. En théorie de Newton, la Terre est là, la lumière passe à côté, elle va tout droit. La lumière n'est pas sensible à la gravité. Chez Einstein, elle est sensible à la gravité. Ça a été vérifié en 1919, pendant une éclipse de soleil. Deuxième chose que fait Einstein, c'est calculer le mouvement du périhélie de Mercure avec sa nouvelle théorie de la gravitation, qui retrouve Newton comme un cas particulier, mais qui s'applique à des situations plus générales. Et il trouve directement les 43 secondes d'arc par siècle qui manquent, directement avec sa théorie nouvelle. Et donc là, on voit un exemple un peu différent, où cette fois-ci, pour expliquer de l'invisible, pour expliquer un truc pas clair, on peut faire, première solution, invoquer un nouvel acteur. Il y a un truc bizarre à l'extérieur qu'on ne voit pas, allons à sa recherche. Il y a une nouvelle planète, allons à sa recherche. Et quand on trouve le nouvel acteur, on est content, on a fait une prédiction, on trouve le résultat, ça confirme que ce qu'on avait dit avait une certaine force prédictive, en plus d'avoir une force explicative, et on est content de la théorie, on la garde, on est encore plus confiant dans cette théorie. On n'est pas sûr qu'elle est vraie, mais on est confiant. Et quand en revanche on ne voit pas le truc, on jette la théorie. Mais à la place d'invoquer un nouvel acteur, il y a une autre solution, c'est de modifier les lois. Si là je me dis que
les lois de propagation de la lumière dans le monde d'Avatar ne sont pas celles de mon monde, que la lumière peut faire des trucs bizarres, ben peut-être ce point noir, c'est l'ombre de ce truc créé par une source qui n'est pas dans la direction habituelle. Mais là, j'ai dû modifier les lois. Dans le cas de Vulcain, il a fallu non pas invoquer un nouvel acteur, mais modifier les lois pour comprendre les choses. Et il y a d'autres situations où ça s'est passé comme ça, qu'on pense par exemple à la radioactivité bêta, le fait que bon bref, la radioactivité bêta, pour ceux qui savent, c'est immédiat, et pour les autres, c'est pas grave. Donc il y a d'autres situations, parce que sinon je vais passer encore je vais vous tuer là, et moi avec. Donc il y a d'autres situations en science où il a fallu soit modifier les acteurs, soit modifier les lois pour rendre compte d'un phénomène bizarre et en invoquant les fantômes, d'une certaine façon. Quand c'est un nouvel acteur, c'est un fantôme tant qu'on ne l'a pas vu. C'est arrivé à de nombreuses reprises. Donc on a le droit de faire ça, mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est là où on fera de la science, si quelqu'un, vous-même, vous cherchez à vérifier ce que vous avez dit, jusqu'au bout. Et si c'est vérifié, pas mal, bien joué, bien joué. On garde, mais on va continuer à taper dessus. Si c'est pas vérifié, là c'est réglé, c'est faux, tu dégages. Alors on peut faire le même petit jeu dans la vraie vie, regardez, ça c'est Jupiter, une vraie image de Jupiter, une véritable image de Jupiter. Ça ici c'est satellite Io avec son ombre, enfin il y a Io, il y a une ombre, il y a une autre ombre floue, c'est marrant, pourquoi elle est nette, pourquoi elle est floue, bon. Et il y a ce truc qui est ici, là qu'on voit pas bien, qui est Ganymède, et quand on se pose la question de l'ombre de ça, ça va là, l'ombre de ça, c'est là, et puis là on voit pas bien, il y a une autre ombre ici. Donc on pourrait se dire, ben, même tarif, hein, il y a un autre truc qui va là, la direction du Soleil est par là, et on prédit l'existence d'un nouveau satellite de Jupiter. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'à regarder, quoi, attendre un peu, ah voilà, il y a Europe qui arrive, et voilà, c'est l'ombre d'Europe, et c'est cohérent, les trois ombres, évidemment, sont cohérentes avec les trois satellites. Mais vous voyez, on peut faire le même exercice, là on a toutes les infos. Et puis dernier truc pour vous mettre que la science est toujours plus compliquée qu'elle en a l'air, le coup du trou dans la planète parce que c'est noir. Regardez ce qu'a observé la sonde Juno, pas plus tard, quand j'ai vu ça, j'étais vert, pas plus tard qu'en mai dernier. Un truc tout noir à la surface de Jupiter. Merde. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas pourquoi c'est tout noir. Voilà. Donc il faut comprendre ce truc. Juno, c'est une sonde qui tourne autour de Jupiter, qui passe très loin, qui passe très près, qui fait des images d'une qualité extraordinaire de la surface de Jupiter, parce qu'elle passe très près de la surface de Jupiter, puis elle s'éloigne très loin. Donc voilà, peut-être la tache noire. Alors là, vous voyez que c'est quand même, bon, on est d'accord, hein, c'est un peu flou sur les bords et tatati, il faudrait discuter. Bon, peut-être c'est un phénomène de surface très subtil à la surface de Polyphème. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas vous épuiser définitivement. Vous avez compris qu'il y avait des milliards de trucs à dire, des milliards de trucs à faire. J'espère vous avoir convaincu qu'on peut utiliser ça à la fois pour comprendre les sciences, jouer avec les sciences, mais pratiquer les sciences, comprendre comment fonctionne la méthode scientifique, en concret, sur des films où c'est explicitement faux, si j'ose dire, ils ne cherchent pas à vous vendre du bullshit. Dans le cas de la vraie vie, ça s'appelle la recherche scientifique, on essaie de trouver, de faire progresser les connaissances, et dans le cas de la vraie vie non scientifique, si j'ose dire, c'est le bullshit, c'est les fake news, c'est tout ça. Ces outils mentaux, issus des mondes des sciences expérimentales, sont indispensables à comprendre un peu, voire à maîtriser, si on veut survivre dans le monde bullshitesque qui nous entoure. Merci beaucoup de votre attention.